François Bon, les carnets, retour à une pratique que j'ai eue longtemps, j'ai appelé ça les jeudis livres. Et dans ma petite vidéo bilan, vers 30 décembre 2024, je m'étais assigné la tâche de reprendre ici un dialogue régulier avec quoi? Avec les livres parus, puis tous ces auteurs avec lesquels on échange, on discute. Et c'est vrai que j'avais voulu recentrer là, toute cette logique de chaîne sur ma création web, mes chantiers personnels, et hors de question de s'en éloigner. En ce moment, il y a deux grosses chevilles, chantier Balzac roman, j'ai appelé, et puis un autre qui a poussé à travers et qui s'est installé, Lovecraft 1925. Des fois, on se dit, ça fait trop de boulot. Bah ouais, mais des fois, les gens dont on se sent le plus proche, c'est aussi, j'allais dire, des fous de boulot. Et vous savez quoi, les fous de boulot, eh ben, il y a aussi cette espèce de distance. Le boulot se fait, et toi, tu es là, tu regardes un petit peu comme ça, et du coup, tu réfléchis là, sur cet énorme boulot qui se fait. Et pourtant, c'est toi, là, qui es aux manettes, mais pourtant, te voilà en train après une rencontre avec des étudiants en master design à la HED, l'école d'art de Genève, te voilà en train de revenir vers la gare avec ce gars qui discute avec toi et qui t'amène là dans une espèce de librairie d'occasion où tu circules. Alors lui, il était mince, il passait partout. Moi, j'étais là en plus avec mon gros sac. J'avais du mal à me frayer les machins, mais avec des étagères hautes comme ça. Et le gars s'appelait Nicolas Nova et c'est devenu un ami. Et quand je m'étais dit, là, la dernière semaine de 1924, je vais recommencer mes jeudis livres. Le premier livre qui devait l'inaugurer, c'était Persistance du merveilleux, un livre juste paru là, il y a 2 mois de justement Nicolas Nova. De quoi ça parle? C'est en prolongement d'un autre travail qu'il avait amorcé qui s'appelait Bestiaire de l'Anthropocène. C'est comment, dans l'intérieur de nos machines, de nos ordis, de nos téléphones, Nicolas est à l'origine d'un des premiers livres analysant le déplacement intérieur, conceptuel, sociétal de ces petits machins de téléphone qu'on tient à la main. Qu'on dit intelligent, mais c'est pas ça la question. C'est en quoi les icônes, le vocabulaire, pour s'approprier là, ces questions d'algorithme, qu'est-ce qui fait qu'on a recours à des mythologies ou des symboles beaucoup plus anciens et ça s'appelle Persistance du merveilleux, c'est merveilleux. Alors pourquoi là, je suis en décalage pour lancer cet engagement que j'avais pris vis-à-vis de moi-même, eh bien, le 31 décembre, en faisant un trekking dans les montagnes de Jordanie. Ce type-là aimait les montagnes. Nicolas Nova est disparu. C'est pas très facile, quand on a passé les 70, d'être accompagné là, de quelqu'un qu'on considère comme un ami, en tout cas un long compagnon de route. Ça datait de exactement octobre 2013 à Berkeley, une intervention dans un anglais impeccable. L'amitié s'était faite là, comme ça, tout simplement. Bon, on parlait de la même chose, on était au même endroit. Voilà, compagnon de route, tout simplement, Nicolas. Je l'ai revu plusieurs fois. Et alors, je garde toujours, il y a toujours ce truc, vous savez, c'est avec plein d'autres, de faire des petits trucs fétiches. Alors, par exemple, il m'avait donné une toute petite plaquette. Alors, regardez, ça fait même pas 40 pages, quelque chose comme ça, 37, 38 pages. C'est la culture numérique tirée notion. Et comment déplier, là, support de données, photographie, cinéma, prosommateur, moteur de recherche, open source, hypertexte, hardware, software. C'est des notions extrêmement simples, basiques. Ouais, mais lui, là, il ouvre ça par une reproduction en 1588, Agostino Ramelli inventa une roue à livre, un lutrin rotatif censé faciliter la lecture parallèle de plusieurs ouvrages à la fois. Et au lieu de Persistance du merveilleux, justement en mémoire, pour moi, il y a 2 petits livres là, ici, qui sont, hop là, miniature, vignette. Un dont je vais même pas parler, mais j'ai déjà abordé en atelier. Je sais que en ce moment, il y a plein de chantiers d'hommage où justement on se remet collectivement à travailler depuis ce livre. Hop là,
avec une petite dédicace dans une collection qui s'appelle Carnet parallèle 2022. Ça a 2 ans. Nicolas avait proposé des exercices d'observation. Évidemment que ça se croise avec notre compagnonnage, rudologie, filature, carte sonore, carte d'odeur, inventaire matériel, relevé de détournement, collecte d'objets. Alors celui-là, je sais que de toute façon, c'est sûr, il va continuer son chemin comme si c'était déjà dans le domaine public. C'est pas le cas, bien sûr, mais il est déjà dans tant de mains et on l'utilise tellement, sauf que Nicolas en préparait un 2e tome, ça on ne l'aura pas. Et quelque chose qui nous a énormément rapprochés avec Nicolas, c'est un livre. Alors c'est paru au Pommier sous le titre Fragments d'une montagne, les Alpes et leur métamorphose. Moi je ne l'ai jamais appelé comme ça parce que tout le long du manuscrit, ça s'est appelé Alpes archipel, archipel au pluriel. Tout est basé sur des déplacements en train. Alors l'élan initial, Nicolas Nova, donc de la région lyonnaise, Grenoble, ces coins-là. Moi, je suis pas de là-bas, donc peut-être je vais dire des bêtises, mais c'est pas important. En tout cas, il avait ce travail à la HED Genève. Au début, quand j'y suis allé, c'était un travail encore un tiers-temps ou un mi-temps, mais petit à petit, c'est devenu son centre de gravité. Il s'est installé à Genève et il a demandé la nationalité suisse. Et c'est comme au Canada, tu dois justifier de certaines choses. Et lui, là, en remplissant ses premiers questionnaires, que l'a frappé cette instance, c'est-à-dire que lui, son rapport aux Alpes, qui était évidemment sa région de prédilection, sa région natale, eh bien, ce n'était pas quelque chose qui coïncidait avec des frontières étatiques. Il y a les Alpes en France, les Alpes un petit peu en Allemagne, les Alpes beaucoup en Suisse, les Alpes en Autriche et les Alpes en Italie. Et si tu prends cette entité, comment cette entité se recouvre avec différentes entités nationales, y compris linguistiques, toutes ces micro-communautés. Et c'est comme ça qu'il a commencé à travailler sur cette notion. Et vous savez qu'en Suisse, les trains, ça n'a rien à voir avec nous. Tu prends un train, pof, tu as 3 minutes pour changer, tu montes dans l'autre, c'est toujours à l'heure. Enfin, des fois quand même, ça ripe. Mais c'est un truc de proximité, d'entremêlement, de réseau totalement différent. Et donc, il a pris l'habitude de se dire, tiens, ce territoire, cette géographie Alpes, comment en parler? J'y vais. Et donc, il y allait. Quelles que soient les petites frontières à traverser. De Genève, c'est jamais très loin, tout ça. Et puis tu changes de train, tu te retrouves là. Qu'est-ce que tu fais dans le train? Tu travailles, tu as ton ordi, tu as le paysage qui passe, tu as ce défilement. Ce défilement, il est celui de... Il a pris l'habitude, petit à petit, de travailler dans les trains. Puis ensuite, tu arrives à tel endroit, il y a toujours quelque chose là qui va t'attirer. Des fois pas, mais il a une base. Ouais, la base, c'était quoi? L'exploration des Alpes, comme par hasard, par Saussure. Moi, je ne connaissais pas le voyage dans les Alpes de Saussure. Si je lis la table des matières, alors évidemment, oui, c'est des fragments. Mais quand il appelait ça archipel, c'est-à-dire que chaque fragment est une totalité de ce monde. On n'est pas dans quelque chose qui se fragmente comme chez Walter Benjamin. Mais par contre, on retrouve Benjamin dans l'idée de constellation multiples et disjointes, ou qu'est-ce que tu lis? Mais tu lis aussi ton présent, où tu lis aussi justement ces questions-là entre Saussure et lui. Est-ce que l'équipement, les chaussures sont les mêmes? Non. Le GPS? Non. On retrouve une interrogation éminemment aussi numérique. Alpes en boîte, double souvenir formateur, impression de techno-paysage, décharge sauvage, contribution de Gargantua, la géomorphologie alpine, compagnon ferroviaire, dire la neige, liste de créatures fantastiques alpines. Tiens, ça peut être juste une bonne entrée en matière. Aguane, Albert, Barbegasi, Basilisque, Carrari, Croque-Mitaine, Crozier farfadet, Dahu, Dagon, Egerman, Esprit, Foule, Fallet, Fayat, Jumar, Loup-garou, Marfolard, Robot-chien, Géant, Roliboc, Sarvan, Folaton, Tatzelwurm, Tarasque, Tsapletta, Vouivre, Vilmandi, entre parenthèses, à compléter. Et puis ensuite, dire la neige. Le Gothard, un millefeuille de mythes,
conspiration au Gothard, meule de foin dansante, la machinerie du théâtre alpin, fondue chinoise goûtée dans les Alpes bernoises, conducteur de coulées, folklore autrichien, autochtones alpins, trafic de viande, les Alpes ruines, la pierre érusquin, la montagne coffre-fort, plastique, du sorgho dans le Vercors, carnaval napoléonien, ascension des pissenlits, capteurs de foudre, une espèce de pâte graisseuse, buffet d'hôtel macrobiotique en Valais, piste de ski en été. Si le soleil ne revenait pas, feux alpins. Et ça continue, c'est tout le livre comme ça. Antenne relais chrétienne, les gilets jaunes du viaduc, privatisation hollywoodienne, enneigement à la demande. Et dit comme ça, c'est pour ça que le titre, le fragment d'une montagne, moi c'est aussi ça l'angoisse. C'est-à-dire, voilà, un livre sur lequel il a bossé plus de 2 ans, j'en sais quelque chose, j'ai tous nos mails, tous nos échanges. Alors vous savez, je pratique ces accompagnements manuscrits de façon aussi rémunérée. C'est un travail qui suppose du temps, des durées. Bon, avec Nicolas, il était hors de question. Je dirais qu'à chaque fois, j'apprenais tellement dans le lien avec lui. On ouvrait, c'était pas encore le temps de Zoom, on était encore sur Skype. Et la difficulté, là, par rapport à ce que je disais de ces voyages en train, c'est que tout le livre, toute la narration, tout le contenu de la narration, c'était ces trains qui arrivaient, les rencontres dans le train, etc. Et il fallait concilier là, ce mouvement permanent qui est multidirectionnel, étalé aussi dans l'ordre vertical du temps, avec là des scènes qui, elles, étaient fixes et s'organisaient. Et on a travaillé presque en continu sur ce rapport du train. Et récemment, je pense que Nicolas ça avait continué et ça s'était accentué depuis les Alpes. Par exemple, un de ces trucs, ce livre, La persistance du merveilleux, alors j'ai appris depuis, parce qu'il y a un groupe WhatsApp là, de tous ses amis, c'est merveilleux, moi c'est pas ma génération, mais de voir tout... on est tous là, dans un manque incroyable. Et Persistance du merveilleux, apparemment, il aimait bien l'écrire dans des lieux neutres. Par exemple, il y a un tel musée ethnographique à Genève, où il avait ses entrées, bien au milieu, il y a des espèces de salles de repos. Ouais, c'est là qu'il allait, mais c'est le gars qui vous dit non, là, tu vois, j'avais besoin de temps pour cet article. Donc, il part de Genève le matin, il sait qu'il va arriver à Marseille en fin de matinée vers 11h, ça lui fait 5 heures de train. Peut-être un changement à Lyon, mais encore il y a des trains directs. Tu prends Genève-Marseille à 7h le matin, tu arrives à 11h, ensuite tu vas aller bouffer dans tel bistrot parce que tu aimes bien là, cette petite pizzeria pas chère d'où tu aperçois un petit peu un bout du Vieux-Port, et puis tu reviens à la gare et tu as encore là tes 4h30 de boulot qui t'attendent sur l'ordi, sur ta petite tablette, et il y a toujours ce défilement, les points que tu reconnais, les points que tu reconnais pas, et ce mode de fonctionnement, voilà, c'était le sien. Moi, juste en hommage, je sais pas, c'est pas si important que ça. L'angoisse, elle est plutôt, Nicolas, t'es parti. On en fait quoi de ton bouquin ? Qu'est-ce qui va continuer après ce bouquin ? Qui va le porter, ce bouquin ? Oh, c'est pas parce qu'on est vivant que les bouquins continuent de vivre. Mais là, tu vois, quelque chose d'orphelin dans ces Alpes archipels. Avant-propos. Début 2015, j'ai entrepris les démarches nécessaires à l'obtention de la nationalité genevoise. À cette occasion, par une sorte de curiosité proliférante, j'ai commencé à lire tout ce qui me tombait sous la main à propos de la région lémanique et de la confédération helvétique, puis sur les montagnes alentours et de proche en proche sur les Alpes dans leur ensemble. Ce qui n'était qu'une formalité administrative s'est transformé en une enquête involontaire. Chemin faisant, je me suis progressivement plongé dans cette tradition littéraire du voyage dans les Alpes, un genre auquel s'adonnaient scientifiques et écrivains de Genève et d'ailleurs, comme Horace Bénédicte de Saussure, Élisée Reclus ou Mary Shelley. L'intérêt des textes produits par ces arpenteurs des montagnes provient de l'épaisseur de leurs écrits. Saussure, puisque c'est celui qui m'a le plus marqué, relatait ses excursions en combinant des considérations factuelles sur la géologie des lieux, la faune et la flore, à d'autres sur l'esthétique des paysages, mais aussi sur les coutumes et habitudes culturelles montagnardes qui ne manquaient pas d'attirer son attention. Observateur moi-même de ce territoire, ces lectures ont accompagné mes pérégrinations pendant 7 ans.
Cet intérêt pour la production littéraire alpine ainsi que pour l'exploration concrète sur le terrain a progressivement évolué vers une enquête plus approfondie. D'abord menée épisodiquement au cours de quelques dimanches passés à me balader, ces excursions se sont intensifiées, organisées de façon plus systématique. Les journées sont devenues des week-ends, des semaines entières. Les incursions sous forme de trajets en train ou en voiture se sont faites plus lointaines. La moindre invitation à Milan, Grenoble ou Vienne s'est transformée en une occasion de faire un crochet par un vallon à investiguer, un lieu à découvrir, une personne à rencontrer. Des échanges poursuivis en ligne m'ont permis de garder le contact avec toute une communauté d'informateurs distants. Lu chez Saussure ce soir, dans les premières pages de son voyage dans les Alpes à propos du Mont Blanc. Cet énorme rocher de granit situé au centre des Alpes, lié avec des montagnes de différentes hauteurs et de différents genres, semble être la clé d'un grand système. Et quoi que l'on doive se garder de tirer des inductions générales d'un objet unique, on a cependant de la peine à s'empêcher de croire que si l'on connaissait à fond la nature, la structure et toutes les déterminations de cette mère montagne et ses appendices, on aurait fait un grand pas vers la connaissance des autres. Double souvenir formateur. Réminiscence d'une visite à Chamonix en voyage scolaire vers l'âge de 10 ans. Aucun souvenir du village, mais des images encore très vives de 2 lieux marquants du séjour. L'entrée du tunnel du Mont Blanc, d'abord, avec quelques pas autour du péage d'accès, sans emprunter le conduit. L'ouvrage devait être suffisamment novateur à l'époque, 1988, pour le présenter à des écoliers comme un monument à contempler. Un tourisme des infrastructures, en somme. Second endroit d'importance, la mer de glace. Observé le lendemain, le long du sentier après la gare de Montanvert, sous quelques flocons de neige de mai. Impression déjà d'un décalage entre ce nom évocateur et la grisaille du glacier. Depuis, le tunnel a connu un incendie fatal qui l'a rendu inaccessible pendant 3 ans, et la mer se retire progressivement. Chamonix, un double souvenir formateur pour ce qui va suivre, sans doute. Localisation. Elles sont où, ces Alpes? On y va comment? Me demande Patricia, consultante sino-américaine qui vient pour la première fois en Europe et à qui des amis ont chaudement recommandé une telle visite. La question formulée ainsi laisse croire qu'il s'agit d'un lieu précis, d'un espace bien délimité, accessible rapidement depuis Genève. Confusion du territoire entier et du lieu. Méconnaissance de cette sorte de muraille ossature du continent européen, château d'eau de l'Europe, qui s'étale sur plus de 1000 kilomètres du sud-est de la France au nord de la Suisse, en passant par le sud de l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie et la frontière nord de l'Italie. Sans permis de conduire, Patricia n'a pas vraiment le choix. Sur une feuille de papier, je lui dessine l'itinéraire en quart pour Chamonix et Zermatt. J'apprendrai plus tard qu'elle a abandonné son périple, sans doute après avoir compris qu'il lui faudrait plus d'une demi-journée pour atteindre les Alpes. Courant vers l'est, dans le train pour Innsbruck, quelques kilomètres après Saint-Anton, le massif autrichien du Vorarlberg. Fraîcheur de la météo, malgré l'été, de petites cabanes parsèment ici et là les flancs pentus de la vallée. De grandes masses rocheuses d'au moins 2000 mètres d'altitude, au-dessus de parois boisées. Parfois, un pont de bois enjambe un ruisseau, prolonge un vague chemin. Au wagon-restaurant, des gens en culotte de peau, le sourire aux lèvres. Des gens bien imbibés. Je goûte l'Apfelstrudel des ÖBB, Österreichische Bundesbahnen. Un type avec un ordinateur commente le parcours avec un vieillard bossu. Un couple à l'allure bourgeoise lit religieusement le Frankfurter Allgemeine et dans le fond, des buveurs de bière exultent. Rire gras, discussion portant sur le foot. Le strudel n'est pas mauvais, mais il baigne dans une crème insipide. Question paysage, une rivière plus large arrive depuis le sud à Landeck. Un cours d'eau boueux, c'est l'Inn qui prend sa source en Suisse, au Grison. L'Inn coule vers l'est et je n'ai pas l'habitude des fleuves qui ne vont pas à l'ouest ou au sud.
Mais c'est logique, vu le relief. Sensation d'être passé de l'autre côté de l'archipel alpin. Un sentiment que l'on peut retrouver au Grand Saint-Bernard, où, comme le signalait Saussure, le col correspond au point de séparation entre les eaux qui tombent dans l'Adriatique et celles qui se jettent dans la Méditerranée, et de manière plus saisissante encore vers le Grimsel, où j'ai pris en photo ce panneau qui indique par une flèche le glacier du Trift, dont l'eau rejoint la mer du Nord, et celui du Rhône qui rejoint la Mare Nostrum. Pas de changement à l'horizon sur ce point, tant qu'il y aura de la glace. Impression de techno-paysage. Conche dans le Haut-Valais. Dans ce coin des Alpes où le Rhône n'est encore qu'une petite rivière proche de sa source, une quantité de réseaux parcourt la vallée. Câbles électriques aériens, routes, tunnels et voies sommitales accessibles uniquement en été, voie ferrée du Matterhorn-Gotthardbahn qui transporte autant les passagers que les véhicules en fer-routage pour éviter le col de la Furka. Piste de ski de fond ou de raquettes constellées de panneaux orange Swiss Gas rappelant la présence de gazoducs souterrains. Impression d'observer une montagne-machine avec cette ossature technique qui convertit l'environnement en infrastructure productive. Hybridation façon Victor Frankenstein, faite de géologie et de pylônes électriques, de cavités, de rails, de barrages, de bunkers plus ou moins vigoureux, de téléphériques, de tuyaux, de routes, d'antennes de téléphonie mobile ou de rivières au cours rectifié. La montagne-machine, un motif récurrent dans les Alpes, avec les cours d'eau, les fonds de vallées, les reliefs recouverts de tout cet appareillage. Décharge sauvage. Versant nord de la vallée du Rhône, balade dans la région d'Ayant. Au milieu de la forêt, rencontre avec une équipe affairée à extraire toutes sortes de détritus d'une cavité rocheuse. Des types en veste fluo remplissent des sacs poubelles avec les déchets qu'ils trouvent dans les bois. Souvenir d'une scène qui m'avait marqué à l'époque, répétition d'une observation d'il y a quelques années, vers 2009, comme s'il fallait sans cesse vidanger la montagne, plus ou moins au même endroit, pas loin d'un de ces orifices massifs courant dans le coin. Un gaillard manipulait alors une espèce de treuil pour extirper un véritable capharnaüm placé ensuite dans une grande benne verte. Dans une vague odeur de pourriture, des collègues à lui arrimaient leurs trouvailles à un crochet pour les faire remonter. Des bidons de toutes les couleurs, des pneus, des sacs plastiques éventrés au contenu méconnaissable, des batteries d'automobiles, des gravats, un tuyau d'arrosage crevé, quelques morceaux de bois. Je me rappelle avoir également repéré un poste de radio identique à celui de mon grand-père. Plus de 70 mètres cubes, m'avait dit l'un des volontaires. Pas de relents nauséabonds aujourd'hui, l'ambiance est moins crasseuse qu'à l'époque de ces grandes manœuvres. Je parle avec André, un randonneur qui pique-nique à côté. Menu, pain de seigle, fromage, saucisses tranchées sur une petite planche à découper placée sur un tronc. Il m'évoque toutes ces cavités remplies de merdoseries et me raconte que pendant longtemps, jusqu'aux années 90, les grottes, dolines et autres fissures des campagnes servaient de poubelle à la population qui voyait là un moyen commode, ni absurde, ni illégal, peut-être moins logique pour nous aujourd'hui, de se délester de matériaux de démolition, de rebuts végétaux, mais aussi de tous ces rebuts du quotidien dont on ne savait trop quoi faire une fois cassés ou devenus inutiles. André grommelle que c'est devenu progressivement un problème, pas seulement esthétique, puisque les composants parfois toxiques présents dans ces tas d'ordures affectent l'eau qui ruisselle directement dessus et peuvent influencer la qualité des sources captées en aval. Les Alpes d'aujourd'hui, l'envers du décor, littéralement. Compagnon ferroviaire. Pendant une dizaine d'années, entre 2003 et 2013, j'ai pris le train tous les vendredis entre Genève et Lyon. Une époque où je faisais le frontalier à l'envers, puisqu'en général l'itinéraire classique pour le travail va de la France à la Suisse. Comme souvent dans les trains français, la majorité des voyageurs étaient constitués de jeunes gens ou de personnes âgées, sauf exception, dont s'est habitué du trajet ce grand type frisé, toujours en imperméable, à la voix chevrotante, aiguë, un familiar stranger, comme on dirait en anglais, le genre de personne que l'on salue d'un signe de tête à force de le croiser. Je l'appelais mentalement musicien, parce qu'il était sans cesse penché sur des partitions qu'il éparpillait sur les petites tables du train corail.
C'est cette voix chevrotante que je reconnais immédiatement sur le quai de la gare de Brigue. Musicien est en train de monter dans l'Intercity direction Genève. Intrigué de le rencontrer ici, en dehors du train Genève-Lyon que j'imaginais être son milieu naturel exclusif, je m'assois à proximité, entame la conversation lui rappelant qu'on s'est croisés plusieurs fois par le passé. Il rentre de Milan, de retour d'un concert, comme souvent. J'essaye d'en savoir plus, mais il préfère discuter de ce que moi je fais là, et surtout de ce qui peut bien m'occuper entre Genève, Lyon et le Haut-Valais. On aborde mon enquête, je lui explique l'idée, ce que je cherche à faire. Un voyage dans les Alpes avec Horace, Bénédicte de Saussure, Marie Shelley et Gargantua comme compagnons. Pour éviter les détails, je lui glisse que les Alpes sont le miroir des bouleversements de l'époque, que je cherche à multiplier les incursions ici et là. Dans ce territoire, il soupire, me dit qu'il ne reste plus rien des vieux pays, que l'Europe des régions, de Schengen, c'est juste de la bureaucratie, que les mythes se sont évaporés, qu'on a désenchanté le continent. Contrairement à l'Islande qu'il connaît bien, il n'y a plus de poétique des lieux ici, que tout est recouvert d'un vernis administratif atroce. On a fait la Haute-Savoie, la Savoie, l'Auvergne-Rhône-Alpes, au lieu de parler Provence, on dit PACA, ça sonne pas, il n'y a plus de magie, on a effacé le passé, plus de mystère, je lui dis. Perplexe, je lui sors ma liste de créatures fantastiques, mentionne les dragons aperçus vers Lucerne ou dans le Queyras, les rumeurs de retour de l'ours, et les âmes prises dans les glaciers décrites par Ramu, celles des temps anciens ou des restes humains recrachés par les glaciers, le genre d'anecdote que je consigne dans mes carnets. Il acquiesce mollement en tripotant ses partitions. Peut-être, mais il n'y a plus d'héroïsme. J'ajoute qu'au vu des métamorphoses en cours, il va être servi, et pas forcément, dans le registre pittoresque qu'il a l'air de regretter. Je le laisse à Sion pour un rendez-vous, sans savoir de quel instrument il joue. À la prochaine, musicien, je vais mettre de côté quelques histoires. Une dernière, un peu plus longue, mais qui est complètement le rapport à la technologie qui faisait l'univers si singulier de Nicolas Nova. Grindelwald, dans les Alpes bernoises. J'avais toutes sortes de représentations en tête sur l'endroit, des Japonais à la recherche d'une atmosphère alpine helvétique, des alpinistes anglais fascinés par l'Eiger, des familles indiennes en quête de l'ambiance des films de Bollywood. C'est pourtant un autre genre de touristes qui s'agite ici ce matin. Dans le train qui monte depuis Interlaken, une équipe d'Américains volubiles, plus bruyants que le reste du wagon. Si la majorité des voyageurs présents est munie d'un appareil photo réflexe, la troupe états-unienne possède plusieurs trépieds, des caméras disproportionnées, des drones, de multiples engins foncés dont je ne connais pas l'usage. Chacun tripote ses machines tout en évoquant successivement les avantages et les inconvénients de différents types de jeux vidéo, leur fascination pour les trains de montagne, une digestion difficile des fromages ingérés la veille, un vieil oncle baroudeur vivant dans le sud de l'Autriche et l'intransigeance des douaniers de l'aéroport de Zurich. C'est certainement à leur panoplie high-tech que je reconnais cette équipe, quelque temps plus tard, à la Kleine Scheidegg, après être monté au Jungfraujoch. Logique, le panorama sur le trio emblématique des Alpes bernoises formé par l'Eiger, la Jungfrau et le Mönch est bien dégagé aujourd'hui. Le groupe est affairé avec ses appareils. Chacun prend une quantité incalculable de clichés tout en écrivant frénétiquement dans un cahier ou sur un smartphone. Le travail semble bien réparti, effectué en silence, contrairement à l'ambiance animée du wagon tout à l'heure. Au retour, dans le train à Crémaillère, j'interpelle l'un d'entre eux et lui demande à quoi sert cette documentation exhaustive. L'équipe appartient à un studio de création de jeux vidéo et leur boulot consiste à collecter des références visuelles afin de recréer les Alpes bernoises dans un jeu de course automobile pour console. L'Oberland n'est que la première partie d'un périple qui va les mener à une vingtaine de massifs entre la Suisse et l'Italie pour rassembler le matériau d'inspiration.
On va trouver les endroits les plus étonnants possibles, les photographier, tenter plus. Le paysage est tellement surréaliste, c'est fou. Ces montagnes sont très différentes de celles qu'on voit ailleurs. Je veux dire, c'est juste une boule de pics déchiquetées. Son voisin, tout aussi fasciné, insiste sur cet aspect en soulignant le temps et la machinerie qu'il a fallu pour y accéder. Un très long trajet en ascenseur et après un trajet en train, une longue marche, un autre trajet en train. Il en a fallu du temps pour venir ici, mais oh mon Dieu, ça vaut le coup. Oh my God. Vous avez vu l'arrière-plan? Il continue en m'expliquant le principe général de leur travail. L'idée est donc de prendre un maximum de photos, d'inspiration et en particulier de capturer les panoramas, d'où les trépieds, les appareils photo, un nombre incalculable de prises de vue avec différents réglages, temps d'exposition, quand je leur dis qu'ils me rappellent les voyages de Saussure. Note, citation de Saussure. Nos instruments seuls faisaient presque la charge de 2 mulets. Un ballon de verre d'un pied de diamètre renfermé dans une caisse solide et martelé, matelassé intérieurement, une grande balance pour peser ce ballon à différentes hauteurs, une tente pour pouvoir faire à l'abri cette opération dans des lieux inhabités, un pendule sphérique avec sa verge de 6 pieds de longueur et l'attirail nécessaire pour mesurer l'étendue de ses oscillations, 3 baromètres, 2 boussoles, un grand plateau avec un style pour tracer une méridienne, divers instruments de géodésie, etc. Quand je leur dis qu'ils me rappellent les voyages de Saussure, je les vois froncer les sourcils. Ils ne connaissent ni le bonhomme, ni son travail scientifique. Pour eux, les Alpes bernoises, ce sont les paysages fulgurants dans le National Geographic, point barre. C'est quand je mentionne les multiples objets de mesure emportés et conçus par le Genevois, et en particulier son cyanomètre destiné à évaluer l'intensité de la couleur bleue du ciel, qu'ils saisissent la référence. C'est un peu l'idée, capturer l'environnement pour le comprendre, sauf qu'ici, il ne s'agit pas de ramener simplement des bouts de ciel et de montagne, mais d'utiliser ces prises de vue pour créer. Il ajoute que toutes ces images seront assemblées afin de recomposer les perspectives à différentes heures de la journée pour les placer dans les circuits automobiles hyper réalistes dans le jeu vidéo. Pas l'air de tout repos, votre truc, je dis. Ouais, le travail doit s'étaler sur plus d'1 an après notre retour. On ramène toutes nos références, on modélise des paysages bruts qui existaient, là, donc ils sont assez précis, assez crédibles, mais on n'est pas obligé de les recréer parfaitement, parce qu'il n'y a pas de piste de rallye ici. Il faut juste que ce soit plausible. C'est pour ça qu'on a reconstitué des histoires sur la genèse des Alpes bernoises, sur les débuts de la station de ski, sur la façon dont les entrepreneurs l'ont acheté pour y construire leur piste de course. En créant cette histoire, tu vois, tout est là pour une raison et c'est crédible pour les joueurs. Crédible. Je les laisse à la gare d'Interlaken Host en rêvassant aux futurs joueurs qui iront avec leur bolide virtuel dans une sorte de Monte-Carlo des glaciers, généré par des machines abreuvées de bribes de paysages capturés par ces techniciens du panorama. En redescendant, je découvre que ce recyclage pragmatique de la Jungfrau et de l'Eiger, réalisé avec des moyens technologiques imposants, n'est pas le premier. La chaîne montagneuse bernoise a aussi servi de décor pour la planète Alderaan dans le 3e épisode de Star Wars. Sans piste de course automobile, cette fois, mais agrémenté d'une série de gratte-ciel métalliques gargantuesques. Les Alpes, infrastructure des imaginaires contemporains. Voilà un petit échantillon de la haute mémoire de Nicolas Nova, décédé le 31 décembre 2024. Au Pommier, ça s'appelle Fragment d'une montagne, même si moi je continue de l'appeler Alpes Archipel. Salut Nico.